3, 2 plus 3, ça fait 5, et le nombre suivant sera 8. Voilà, dans les tests de QI, je parle sous le contrôle du professeur Bouvard, il y a ça, hein, ces suites numériques-là. Donc, si vous voulez réussir au test de QI, il vaut mieux procéder comme Rantanplan. Voyez-vous, hein, c'est logique, hein, voilà. Sauf que les autres animaux de la ferme, eux, ils considèrent Rantanplan comme absolument stupide. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Quand on vous dit il est très intelligent, ça veut dire qu'il est très bête. Hein. Les non-autistes manient l'ironie comme cela, c'est-à-dire qu'ils disent l'inverse de ce qu'ils veulent dire. Voilà. Et en l'occurrence, je pense qu'être traité d'imbécile par ces visages rayonnants d'intelligence, c'est une flatterie. Mais c'est souvent comme ça, que voulez-vous. Et là où ça devient vraiment intéressant pour notre propos, c'est que les personnes autistes, souvent notamment les enfants autistes, ne perçoivent pas très bien ce qu'on appelle l'ironie ou les sens seconds ou sens cachés. Et bien, Rantanplan, il est pareil. Écoutons la réaction de Rantanplan à, disons, cette insulte dissimulée sous forme de flatterie. Écoutons. Merci pour moi. Voyez, il est très gentil, il est poli, hein, et non seulement il a, je dirais, une langue très correcte, mais en plus il a les gestes appropriés, un peu Aristote, hein, même. Donc simplement, ces bonnes manières de Rantanplan sont totalement en décalage avec la dureté du monde. Nous en verrons tout de suite un échantillon. Une journée sans amis, c'est comme un fromage sans pain. Vous voyez, Rantanplan, c'est linguistiquement parlant la classe. Hein. Il cite toujours quelques savantes références littéraires, hein. Toujours un bel aphorisme à la bouche. Mais c'est là qu'il va se faire avoir par la réalité. Les amateurs des fables de La Fontaine reconnaîtront sans doute la scène qui commencera. Hé oiseau, tu descends, comme ça on discute en mangeant ce délicieux fromage. Grossière erreur de Rantanplan. Si vous voulez le fromage, il ne faut pas dire au vautour « je veux ton fromage ». Non, dans la société, on manie un langage indirect. L'homme politique ne peut pas vous dire, par exemple, « votez pour moi, je vous plumerai ». L'homme politique va utiliser un langage presque fourbe. Hein. Il doit dire, par exemple, « donnons-nous les moyens du plus large rassemblement afin de générer des synergies proactives à tous les niveaux de ce dossier. Et c'est ensemble, dans le reste le plus strict des lois de la République, que nous bâtirons la société. » Je suis confus. Pendant des années, j'ai travaillé comme rédacteur de discours politiques et il y avait des références. Je suis désolé. En tout cas, ce qui va se passer, le camarade vautour est très sympa. Parce que le vautour va faire une leçon de socialisation à Rantanplan. Le vautour ici, c'est un non-autiste savant. Donc c'est tout à fait ce genre de personne avec qui, si vous êtes comme moi, vous pouvez aimer passer un petit moment. Et en l'occurrence, le vautour va faire une très très juste leçon de compétence sociale. Place au psychologue vautour. Certainement pas. Et puis c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Faut me dire des trucs sympas, que je suis beau, tout ça, des trucs gentils sur mon plumage, mon ramage, enfin tout type du pige. Voilà, difficile d'être plus clair. Hein. Ça, c'est exactement ce que les enfants autistes devraient, je dirais, connaître ou apprendre. Simplement, le vautour a fait une grossière erreur. C'est que Rantanplan, s'il ne joue pas la comédie sociale,
Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne l'a pas comprise ou qu'il soit stupide. Non, Rantanplan a un autre problème, c'est qu'il refuse de mentir. Hein. C'est souvent cette erreur que l'on fait dans les apprentissages des compétences sociales. Il y a une première chose, c'est d'apprendre le code social, mais il y a une deuxième chose, c'est d'accepter de jouer cette comédie, notamment lorsqu'elle est parfois un peu douteuse sur le plan de l'éthique. Écoutons la réplique de Rantanplan. Ah oui, mais ça va pas être possible. Parce que tu es l'animal le plus laid que j'ai jamais vu. Excuse-moi, mais mentir, c'est pas bien. Dire que t'es beau, ce serait un gros mensonge. Voilà, les enfants et adultes autistes ne diraient pas autre chose. Hein. Vous voyez, c'est très clairement exposé. Hein. Et accessoirement, on peut aussi dire fin de la carrière politique de Rantanplan. Donc, c'est juste un constat parallèle. Mais comme nous sommes ici dans un univers de dessin animé, les choses les plus surprenantes se produisent. Et je suis sûr que vous avez déjà deviné la suite. Ce serait très, 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 très mal. Non mais ça va, oui. Fais gaffe à ce que tu dis quand même. Ah, la truffe. Voilà. Donc, comme quoi l'honnêteté, ça paye aussi du moins dans les dessins animés. Le reste serait à discuter. Mais c'est là que nous aurons droit à une ultime surprise. En fait, Rantanplan ne veut pas manger le fromage. Il veut faire autre chose. Regardons ça ensemble. Ah, je me suis encore fait avoir. Oh, c'est du fromage de vache pasteurisé allégé. Voilà. Il voulait en faire une analyse chimique. Voilà. Et c'est précisément parfois cette thématique-là qui revient dans les discussions autour des centres d'intérêt des personnes autistes. Pourquoi il ou elle fait cela? Quelle est sa finalité? Les parents qui ne sont pas toujours autistes peuvent réagir en disant « Mais arrête donc de perdre ton temps à lire des livres sur la mythologie grecque ancienne. Fais donc des choses intéressantes comme regarder la télé. » Voilà, j'ai pris exprès un exemple un peu provocateur. Hein. Mais vous voyez, l'activité de la personne autiste peut lui permettre d'apprendre le monde et de fonctionner socialement. Hein. C'est le terme centre d'intérêt restreint qui est problématique. Les centres d'intérêt des gens autistes ne sont pas plus restreints que ceux des gens non autistes. Hein. Et au contraire, une approche intelligente, une approche pédagogiquement intelligente part de ces centres d'intérêt-là pour permettre à l'enfant d'apprendre davantage, de découvrir encore d'autres aspects. Mais dans chaque histoire, il y a une moralité, il y a une conclusion. Hein. Donc, regardons un peu les deux conclusions de cette petite histoire. La première conclusion, c'est celle que fait Rantanplan. La deuxième, c'est celle que feront les animaux de la ferme. On y va. Première conclusion, celle de Rantanplan. Offrir un fromage sans pain, c'est indigne d'un ami. Waouh, c'est la classe! Je vous l'ai dit, c'est la classe, littérairement, linguistiquement et à tout niveau. Par contre, la deuxième conclusion sera un peu plus abrupte. Oui, il est trop bête. Voilà, il est trop bête. Hein. Voyez? Donc, c'est précisément cela ce que retiennent parfois les gens qui entourent la personne autiste sans connaître l'autisme. Vous voyez, c'est que la réaction immédiate et spontanée, c'est de conclure à l'insuffisance intellectuelle ou à la déficience de la personne concernée. Cela s'exprime souvent d'ailleurs par des insultes. Hein. Et encore, le crime est très poli, hein. Il est trop bête, ça reste très très doux par rapport à ce qu'on entend parfois dans les cours de récréation et ailleurs. Hein. Dans certains établissements médico-sociaux aussi. Hein, mais donc les observateurs les plus attentifs auront remarqué quelque chose de tout à fait singulier dans la petite musique. Réécoutons la petite musique si vous le permettez. Oui, il est trop bête. Vous avez remarqué? Donc au moment où on appelle Rantanplan, il réplique oui. Alors là,
C'est ce qu'on appelle l'exception à la règle sociale. Normalement, quand on appelle votre prénom, vous êtes censé manifester votre présence. Sauf ici. Parce que ici, on appelle Rentemblant pour se moquer de lui. Voyez le problème. Pour ma part, quand j'étais gamin, évidemment, comme la plupart des enfants, je ne savais pas ce qu'il fallait faire lorsque j'entendais mon prénom. Et ça se comprend bien. Quand on crie votre prénom, eh bien, que faites-vous? Rien, parce qu'il n'y a aucune consigne qui est contenue dans votre prénom. Voyez? Et je n'ai appris la réaction à avoir qu'avec un bon quart de siècle de retard. J'étais en cours d'hébreu biblique et nous étudions, évidemment, c'était un passage de Samuel, et c'est là qu'il y avait la réplique à apporter lorsque vous entendez votre prénom. Donc j'ai compris ça avec un quart de siècle de retard. Et je dis cette anecdote parce qu'elle peut aussi montrer à quoi sert l'apprentissage de l'hébreu biblique. C'est quelque chose d'assez surprenant dit comme ça, mais ça correspond, je pense, à une réalité. D'ailleurs, je recommande souvent aux possibles futurs étudiants autistes de ne surtout pas, par exemple, faire des études d'anglais, hein, parce que là, vous êtes dans un amphi avec je ne sais combien de gens. Faites un cursus de vieil éthiopien. Vous serez seul avec le prof. Lequel prof sera au moins aussi bizarre que vous, donc c'est juste une observation empirique. Ensuite, pour ce qui est de la découverte un peu des caractéristiques de l'autisme, je vous propose peut-être celui qui est mon deuxième maître spirituel, pour ainsi dire, c'est Donald. Je précise le canard, hein, parce que maintenant nous avons je reste fidèle au canard. Voilà. Et donc, Donald va nous faire une petite leçon, justement, de cet autre trait du fonctionnement autistique que parfois on appelle cécité sociale. Alors c'est un terme que certains de mes amis autistes rejettent, je comprends tout à fait pourquoi. Je l'aime bien malgré tout parce qu'il trace un parallèle discret entre le monde de l'autisme et le monde des personnes aveugles. Et sans entrer dans les détails, j'ai une très forte affection pour les personnes aveugles. Pendant de longues années, j'ai travaillé tant qu'une personne aveugle et j'ai gardé nombre de contacts. Bref, passons. Et je suis aussi convaincu que les aveugles et les autistes ont tout pour être les meilleurs copains au monde. C'est encore notre débat. En tout cas, avec Donald, nous aurons une belle illustration de ce qu'on peut appeler la cécité sociale, donc cette difficulté à percevoir certains codes sociaux. Et je vous propose d'explorer cela avec un film un peu vieillissant de 1954 où nous verrons Donald, donc nous verrons également Daisy telle qu'elle était à l'époque. Ah oui, c'était un peu le monde d'hier avec une certaine classe, hein, c'est pas Tinder, comment ça s'appelle. Donc regardons ça. Oui, petite chose, inutile d'écouter ce qui est dit, hein, c'est juste en image que ça se passe. Allons-y. February the 29th. Dear Diary, this morning was much like any other morning, and when I took my usual walk, I had no idea that on this day... Voici donc Daisy, elle est en train de lire un livre qui s'intitule « Comment attraper un mari ». Et c'est là que l'intrigue commence. I was destined to find the girl of my dreams. I suppose the whole thing was my fault.
I was just a lonesome bachelor searching for my ideal. Oh dear. Ah yes, I am quite impulsive by nature. And yet I can't say I was unhappy as a bachelor, though at times I felt I was missing something. Help! Help! Save me! Oh, darn. My technique was simple. I swept her off her feet. On va arrêter là peut-être. Si la suite vous intéresse, vous pouvez la regarder. Alors, c'est une façon bien sûr plaisante de dire les choses. J'essaie de montrer ce genre de petites vidéos quand j'ai la chance d'être dans des collèges ou lycées. J'essaie de m'adapter un peu aux jeunes générations, mais je me rends compte qu'ils ne regardent pas ce genre de choses, donc je suis encore plus décalé. Mais bon, passons. Au-delà, je dirais, de l'histoire des canards, il n'est pas nécessaire de commenter ici. Il y a plusieurs choses très intéressantes dans cette vidéo qui souvent sont remarquées par mes amis autistes. Regardons par exemple la scène des parfums. Je ne sais pas si vous avez tiqué en la voyant. En fait, l'un des flacons de parfum s'appelle Ecstasy. Parfois, c'est ce que mes amis autistes remarquent en premier. Donc, ils vérifient ensuite si l'ecstasy était légal dans les années 50. En effet, c'était la période bénite où tout ça était légal. Oh non, en fait, c'est une coïncidence sémantique, simplement. Voyez. Mais c'est pour vous dire, au-delà de l'anecdote, une chose plus sérieuse. Le professeur Bouvard en a très bien parlé déjà. Nous regardons le même film en apparence, mais nous ne voyons pas les mêmes choses. Voyez. Et je suis sûr que vous avez suivi l'histoire des canards. Vous n'avez pas suivi les noms des parfums. Voyez. Pourtant, les parfums, ça peut être important aussi. En l'occurrence, on a raté un petit moment d'émerveillement à savoir est-ce que l'ecstasy existait déjà à l'époque. Il y a d'autres petits détails sur lesquels je passerai. Par exemple, que Daisy a fait en fait une grossière erreur. C'est qu'elle a mis une robe rouge. Mais beaucoup de gens autistes détestent le rouge. Le bleu, c'est la couleur de l'autisme. Vous avez d'ailleurs remarqué que Donald était habillé en bleu. Vous allez me dire, ce sont des histoires de canards, c'est pas comme ça que ça se passe. Eh bien, si. Parfois, la réalité est encore au-delà de ces extraits vidéo. Permettez-moi de vous rapporter une histoire authentique. Il faut juste que je fasse très attention pour ne pas prononcer le nom de la personne. Comme je suis un peu en manque de sommeil, je tendance à faire des lapsus. Mais bon, bref. C'est une histoire authentique. Elle concerne un professeur au Collège de France, une vraie sommité, et je suis sûr que la plupart des gens ici le connaissent. Voilà. Donc c'est un professeur au Collège de France, une sommité internationalement connue dans sa discipline et même au-delà, parce qu'il a un vrai talent, sinon un vrai génie. Voici l'histoire. Il est marié, ou plutôt il était marié, donc, justement autour du passé du là que ça se joue. Et donc, il avait aussi un ami. Et donc un jour, le professeur téléphone à cet ami et demande à l'ami sais-tu où est ma femme? Donc cet ami répond au professeur, mais comment est-ce que je pourrais savoir où est ta femme? Voilà. Et tu ne l'as plus revue depuis combien de temps? Réponse du professeur, depuis 3 jours. Et donc l'ami s'étonne en disant, mais en 3 jours tu n'as pas remarqué que ta femme était absente? Et le professeur répondit, mais j'étais en train de lire un livre passionnant sur eux. Ok. Et donc ensuite cet ami demande au professeur, va voir dans l'armoire s'il y a toujours la valise de ta femme. Donc le professeur va dans l'armoire et voit qu'il n'y a plus de valise.
Donc il dit au téléphone, il n'y a pas la valise de ma femme. Et donc l'ami en conclut, mais c'est qu'elle est partie. Et en effet, elle était partie définitivement. Et pourquoi c'est une histoire un peu bête en apparence, mais ça vous indique que vous pouvez avoir les meilleures et plus éminentes compétences du monde dans tel ou tel domaine et être sur le plan social particulièrement maladroit. Le terme est encore relativement modéré. Voyez. Donc c'était un peu un pendant, on va dire, réel à cette histoire de canard. Mais nous avons déjà esquissé ce thème avec l'histoire des parfums, la vision en détail. Cette perception d'abord de certains détails, ou plutôt de ce que les non-autistes majoritaires appellent donc des détails. En y réfléchissant un peu, on pourrait penser, on pourrait avoir l'idée de reformuler l'ensemble du savoir, ou le patrimoine culturel, ou comme on dit aujourd'hui, le matrimoine culturel, sous forme, je dirais, autistique. Reformuler tout ça sous forme autistique, ça donnerait peut-être un peu ce que je vais vous montrer dans la vidéo qui va suivre. Prenons un exemple, celui du petit chaperon rouge. Voyez, donc j'ai la joie de vous proposer une petite vidéo de ce que cela donnerait en version autistique. Avec deux réserves toutefois, à mon avis, premièrement, la musique est ratée. Désolé pour cela. Et deuxièmement, ils n'ont pas osé aller au bout de la logique et rendre bleu le petit chaperon. Mais à part ces deux petites choses-là, j'espère que l'histoire vous plaira. Allons-y, le petit chaperon rouge, version autiste. Alors, ça vous a plu? L'histoire devient tout de suite à la fois intéressante et compréhensible. Voyez,
Quand on y réfléchit un peu, l'histoire du petit chaperon rouge, c'est une histoire totalement non autistique, hein, assez absurde d'ailleurs. Il y a plein de gens qui font semblant d'être ceci ou cela, mais qui ne le sont pas. C'est très embrouillé. D'ailleurs, quand j'étais petit, je n'y avais strictement rien compris. Hein, voyez. Par contre, en reformulant la chose, en adaptant l'histoire au mode de fonctionnement de la personne autiste, ça devient à la fois compréhensible et intéressant. À titre personnel, mais chaque personne aura ses préférences, hein, à titre personnel, je suis très très sensible aux images avec le bus. Hein. J'adore ce type de petits graphiques. Voilà. Ça m'évoque peut-être un souvenir d'enfance, à savoir ces longues heures passées à potasser tout l'univers, hein, si vous voyez ce que c'était. C'était exactement ce même genre de graphisme. Peut-être que d'ailleurs on pourrait ouvrir une sorte de petit club des anciens amateurs de tout l'univers. Quand j'ai d'amis autistes qui s'en souviennent avec grande émotion, et certains sont encore en mesure de citer ce qu'il y avait à telle ou telle page du livre, enfin des livres plutôt. Donc à méditer. Il y a ce fonctionnement-là, mais aussi il y a un fonctionnement très spécifique par rapport au langage. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'essaierai de le restreindre à quelques minutes seulement. Donc, il faut absolument comprendre une chose. À mon avis, c'est très important. Le fait de parler ou de ne pas parler, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Voyez. Si vous en voulez une preuve ultime, regardez nos hommes politiques. Ils parlent beaucoup, mais est-ce que c'est un signe d'intelligence? La question reste ouverte. Il y a mille et un facteurs, au contraire, qui bloquent les apprentissages linguistiques. Il y a des facteurs phonétiques, il y a des facteurs, je dirais, liés aux expressions. Peut-être donnons simplement quelques petits exemples. Cet animal-là est parfois appelé cheval par les gens, parfois appelé cheval. Donc, en avalant une voyelle, donc cheval et cheval. Je ne sais pas si vous faites du cheval ou du cheval, ça reste à déterminer. Mais on est censé confondre les deux. Pourquoi diantre confond-on cheval et cheval, alors qu'il y a entre les deux la même différence qu'entre un macaron et un macron. Le goût, là, par contre, est différent. C'est chose qui... voilà. L'arrière-goût, surtout. Et donc, ce sont ces petites choses-là. D'autant plus que si vous dites cheval, vous serez obligé de suraccentuer la chuintante, qui est souvent très désagréable aux gens autistes. Il y a en effet certains sons du langage qui sont plus blessants que d'autres. Typiquement, souvent, ce qui est blessant, parce que ça dépend bien sûr des gens, mais souvent il y a le son I, qui est perçu soit comme disgracieux, soit comme ouvertement blessant. Ça peut contribuer à expliquer un petit mystère. Alors là, ça peut paraître quelque peu ésotérique. Je présente mes excuses aux savants dans la salle. Beaucoup de femmes autistes francophones sont confrontées au problème d'avoir un prénom qui finit par un I. Et donc, parfois, ou assez souvent, elles essaient de remanier cela, donc Stéphanie, Julie, Marie, Magali et compagnie. Alors, quand vous avez un prénom un peu long comme Stéphanie, vous pouvez le troncaturer en Steph. Je pense évidemment à notre camarade Stéphanie Bonobrier, alias Steph. Quand vous vous appelez Marie, c'est plus embêtant. Et donc, c'est comme ça que, par exemple, l'une des grandes figures de Wikipédia, vous ne la connaissez peut-être pas, mais vous avez lu des choses d'elle si vous fréquentez Wikipédia, inévitablement. Donc, Coralie à l'état civil, ça c'est très très dur de s'appeler Coralie. Et donc, elle a changé son prénom, elle est Amanda,
sur Wiki, donc l'une des personnes principales de Wiki. Voilà. Et donc là, le problème est résolu. Simplement, tout le défi, c'est ensuite de faire accepter ce nouveau prénom par l'administration, c'est notre département. Mais ensuite, au-delà des questions purement phonétiques, il y a les mots, il faut apprendre les mots. Que veut dire portefeuille? Ben, c'est un truc avec des feuilles, c'est donc un arbre. Un porte-plume, c'est un truc avec des plumes, donc c'est un oiseau. Ensuite, à quoi sert le Parlement? Ben, il parle et il ment. Voilà, ça c'est une compréhension, je pense, relativement simple. Mais le pire, ce sont les mots qu'utilisent beaucoup les non-autistes qui n'ont pas, je dirais, de sens linguistique immédiat. Par exemple, si je vous dis « allez, hop », que faites-vous? Mais pourquoi vous sautez? Ce n'est pas dans le Larousse ou dans un autre dictionnaire. Et pourtant, tout le monde comprend ce que veut dire hop. Et j'ai fait le test dans beaucoup d'univers linguistiques. Hop ou hop n'existe ni en anglais, ni en allemand, ni en arabe, ni ce que vous voulez, mais les gens comprennent ce que ça veut dire. C'est tout à fait étonnant. Ou si je vous dis allez, zou. Pour moi, zoo, c'est la prononciation anglaise de zoo avec les animaux. Voilà. Ou si je vous dis ça fait tilt. Exactement, puis j'ouvre mon encyclopédie, je cherche tilt, où je trouverai peut-être une savante étymologie grecque n'ayant rien à voir. Jusqu'à il y a quelques années, je pensais que McDonald's c'était le maréchal d'Empire. Oui, il faut peut-être, mais ce n'est pas tout à fait la compréhension. Maintenant, on nous dit que dans l'univers médiatique, l'objectif c'est de faire le buzz. C'est quoi exactement ça? Bon, ça c'est un autre débat. Il faut comprendre les expressions. Si par exemple je vous dis qu'il y aura une pendaison de crémaillère chez moi. Encore ça, c'est une expression à compréhension relativement simple. Les pires expressions sont celles qui ont des sens variables. Par exemple, si je vous dis que nous avons un gouvernement formidable, en fait, le sens de la phrase dépend de qui l'a dit, quand et avec quel ton, et que sais-je, de l'âge du capitaine, sans doute aussi. Voyez. Et donc, tout ça demande un apprentissage très long. Si pour une raison ou pour une autre, vous êtes exclu des apprentissages, eh bien là, ensuite, on dira « Ah, mais c'est qu'il est débilissime, qu'il n'est pas entré dans les apprentissages, il serait mieux ailleurs. » Et permettez-moi, c'est un peu lugubre, c'est même très sombre, mais permettez-moi de le dire. En fait, dans l'histoire de l'apparition des travaux de Kanner et de Hans Asperger, on nommait, peut-être par pudeur, un élément. Pourquoi Hans Asperger n'a étudié qu'un certain profil d'enfant? C'était pas par choix. C'était pas qu'il aurait, par exemple, choisi juste de ne s'intéresser qu'à ce qui allait devenir et ensuite être supprimé, syndrome d'Asperger. C'est tout simplement que les autres enfants avaient été éliminés par les nazis. Il avait pas d'autres. Et d'ailleurs, on retrouve dans les lettres et dans les discours de Hans Asperger quasiment en forme de litanie, de répétition des suppliques. Il écrivait à tous les potentats nazis les apparatchiks du parti en leur disant « Mais ces enfants-là, ils peuvent être très forts en cryptologie ou en code, ils peuvent rendre de grands services à la Wehrmacht, etc. » Asperger revient constamment sur ce sujet-là. Il essayait peut-être à sa façon de les sauver. Donc, en lisant un peu ce qu'écrivait Asperger, il ne faut jamais avoir, je dirais, jamais occulter cet aspect-là de l'histoire. Et d'une certaine façon, il est assez terrible qu'aujourd'hui encore, on retrouve cette même problématique. Soit c'est un petit génie du code, soit alors on l'envoie pas à la chambre à gaz, mais dans un lieu, si possible, séparé, loin des regards.
assez intéressant. Hein. Et, avant-hier, j'étais au Sénat. Alors, vous imaginez le cadre un peu pompeux, bref. Et une dame dont je tairai le nom avait tout de suite lancé. Bon, ceux des Asperger, il y a un accent spécial pour dire le mot Asperger, pour bien se moquer. Alors, ceux des Asperger qui sont forts en informatique, ok, on va trouver du boulot pour eux, mais les autres, vous comprenez quand même. Hein, puis on a des départements où il n'y a pas de boulot, hein, donc allez-y, la Corrèze. Hein, voilà, ça, il n'a pas dit comme ça. Mais c'est un peu, je dirais, ce type encore de raisonnement. Comme le dirait mon ancien employeur, donc aveugle, on a le droit, quand on est aveugle, d'être nul en informatique, par exemple, ou ailleurs. Mais pourquoi serait-il nécessaire d'avoir de prétendues compétences géniales dans tel ou tel domaine pour avoir le droit à une vie humaine en société, à méditer? Bon, c'était juste une petite remarque. Et là où je voulais en venir, parce qu'il y a de bons côtés, ça sera un peu une sorte de petite conclusion personnelle. L'autisme s'accompagne de beaucoup de bons côtés. Vous voyez, ce même fonctionnement-là, ce fonctionnement particulier, compréhension particulière du langage, etc., ce peut être aussi une bénédiction. L'autisme, le même fonctionnement peut être tantôt une malédiction, tantôt une bénédiction. C'est en fonction du cadre culturel. On retient souvent le côté malédiction, mais ce peut être une bénédiction. Permettez-moi de donner un exemple littéraire et un exemple un peu informatique ou matheux, ce que vous voulez. Un exemple littéraire de cette compréhension du langage qui aboutit, après des décennies d'efforts, à des spectacles géniaux, eh bien, c'est tout simplement, j'ai nommé un éminent originaire de Belgique, puisqu'il est né à Moucron. Il s'agit évidemment de Raymond DeVos. Regardons ça, je vous prie d'excuser, l'enregistrement n'a pas forcément une qualité sonore suffisante, mais je pense, ou j'espère du moins que nous pourrons entendre. En tout cas, j'y reviendrai sur ce qui est dit. En faisant le tour du propriétaire, je découvre à chaque angle de la propriété des lettres. Qui étaient tracées en pleine leçon, il y avait un T, un V et un A. À vol d'oiseau, ça fait TVA. J'étais cerné par la TVA. Vous connaissez le sens secret fiscal de ces trois lettres. TVA. Si vous prenez les deux premières lettres, TV, ça veut dire en clair, as-tu payé la taxe sur la TV? VA, pas payé la taxe sur la TV. TA, pas payé la taxe sur la TV? Ah, alors pas la payer. C'est un rappel à l'ordre constant. Même si vous lisez les lettres à l'envers, ça vous rappelle encore quelque chose. TVA. Ah oui, avez-vous payé la taxe sur la TV? Vous avez payé la taxe sur la TV. Vêtez-vous et hâtez-vous, vous avez payé. Donc c'est un exemple. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai choisi ce personnage-là. Alors c'est pas totalement par hasard. Raymond DeVos, lorsqu'on parle de lui, on dit toujours le monsieur gros, etc. Alors c'est vrai qu'il était en surpoids, mais ça veut dire qu'on ne retient que les dernières années de sa vie. Parce que oui, il lui a fallu des décennies de maturation avant de parvenir à ça. Il a passé de très nombreuses heures à essayer de répéter face à ses petits instruments de musique, parce qu'il était bricoleur de génie évidemment, diverses phrases. Et c'est au bout de très nombreuses heures que vient soudain la phrase géniale, par exemple, se coucher tard, nuit. Et c'est ce que tout le monde retiendra. Voyez. On raconte que sa carrière avait commencé par un séjour à Biarritz. Donc, il était dans un hôtel et il demande au maître d'hôtel à voir la mer. Le maître d'hôtel lui réplique, mais vous n'y pensez pas, elle est toute démontée. Et donc Raymond DeVos, le jeune Raymond à l'époque, réplique, demande au maître d'hôtel, mais quand est-ce qu'on va la remonter? Voyez, ça c'est un exemple typique de compréhension, dirions-nous, de chez nous, du langage. Bon, il est vrai aussi, on l'a toujours traité de grand enfant. Il avait
gentillesse parfois assez perturbante. Et il se fait plumer par tout le monde, hein. Par tout le monde, littéralement. Hein. Bon, je n'en dirai pas plus, je ne veux pas avoir des soucis avec l'avocat parce que ces gens sont parfois encore en vie. Hein. Mais ce que je dois dire aussi, dans l'humour de Devos, il y a ce qu'il y a, c'est-à-dire les compréhensions spéciales du langage, mais il y a aussi ce qui est absent. Et chez Devos, vous ne trouverez pas de blagues sur la politique et sur le cul. Pourtant, ce sont ça les deux termes préférés des prétendus humoristes de notre temps. Hein. Et c'est un fonctionnement quelque peu différent. Hein. Faute de temps, je ne vous fais pas le sketch du courir au marché. C'est bizarre lorsqu'on fait ses courses. On le fait en marchant alors qu'on devrait courir et à l'inverse pour aller au marché, il faudrait marcher. Vous comprenez le problème. Et c'est à partir de ça que vous pouvez faire un vrai sketch. Hein. Et il l'a fait beaucoup mieux que moi, évidemment. Donc je vous propose de regarder à titre de conclusion maintenant un autre aspect, cette fois l'aspect informatique. Comment le fonctionnement autistique peut devenir véritablement une source de bénédiction pour tout le monde. Hein? Et je vous propose de regarder une vidéo avec celui qui est sans doute le plus éminent, le plus célèbre, le plus doué et le plus génial des informaticiens de notre temps. J'ai nommé le père de Linux, à savoir Linus Torvalds. Vous avez remarqué que j'utilise Linux, je suis Linuxien évidemment. Ça, c'est un ami autiste avait remarqué que les autistes étaient majoritairement Linuxiens. Voilà, ça c'est une remarque non scientifique. Hein. Professeur Bouvard ne sera peut-être pas d'accord avec ça. Hein. Mais en tout cas, regardons quelques éléments de cette vidéo avec donc encore une fois celui qui est sans doute le plus grand programmeur ou informaticien de notre époque, Linus Torvalds. This is such a strange thing. Your software, Linux, is in millions of computers. It probably powers much of the internet. And I think that there are like 1.5 billion active Android devices out there. Ouais, donc qu'est-ce que se passe maintenant? Le présentateur, hein, c'est pas Linus qui parle, le présentateur introduit Linus de la façon la plus élogieuse qui soit, et de façon très non autistique. Il lui dit à peu près ceci, le code ou les programmes que vous avez conçus animent aujourd'hui des centaines de millions d'ordinateurs et d'appareils à travers le monde. Bon, maintenant, on a passé le cap du milliard depuis la sortie de la vidéo. Et donc le présentateur veut dire, mais quelque chose d'aussi extraordinaire, ça doit être piloté d'un lieu hors du commun. Quel est le bureau de commandement central de Linux ou de ces choses-là? En effet, quand on dit par exemple Google ou Facebook, on a tout de suite en tête ces immenses bâtiments de vrais temples où il y a des dizaines de milliers de gens qui brassent des milliards de dollars, sinon plus. Voilà. Et, sauf que le centre névralgique de Linux est un peu différent. Regardons ça ensemble, il y aura une image qui va s'afficher. Your software is in every single one of them. It's kind of amazing. You must have some amazing software headquarters driving all this. That's what I thought, and I was shocked when I saw a picture of it. Voilà. C'est le poste central de commandement de plusieurs milliards d'appareils. Alors, je ne vous passerai pas toute la vidéo, mais donc Linus commente cet environnement de travail. Alors, il explique que, par exemple, il est incapable de travailler en étant assis. Donc, il a installé non seulement un bureau debout, mais aussi un bureau où il peut marcher. Hein. Il y a un système de tapis spécial roulant où il peut marcher, donc tout en programmant. D'autre part, ça c'est peut-être plus provocateur, vous avez remarqué la couleur bizarre des murs. Et il dit avec humour que c'est la même couleur
que celle des murs dans les asiles psychiatriques à discuter depuis longtemps. Mais il y a quelque chose de plus intéressant encore. Vous avez remarqué qu'il utilise des ordinateurs tout à fait bas de gamme, voire peu puissants. Il y a une raison spécifique à cela, parce que d'ordinaire, les grands informaticiens ont des super ordinateurs à la maison. Sauf que qui dit super ordinateur dit grosse puissance de calcul et donc ça chauffe beaucoup. Il faut des ventilateurs pour diminuer la température. Et ça, il ne supporte pas le bruit des ventilateurs. Hein. Et c'est pour ça qu'il a des ordinateurs peu puissants parce qu'eux n'exigent pas de ventilation. Voyez? Et aussi, il n'y a pas de fenêtre dans son bureau parce qu'il déteste les stimuli parasites. Alors, c'est un peu tout cela qu'il raconte dans la vidéo, mais je ne vais pas vous la passer entièrement parce qu'on n'a pas le temps. Regardons juste un ou deux petits moments. Voici un autre moment de la vie de Linus. Alors, vous voyez sur cette photo de famille, celui en pull blanc avec le Rubik's Cube, c'est Linus, hein, Torvalds. Et il explique donc que sur cette photo, il s'intéressait beaucoup au Rubik's Cube, mais pas à son petit frère qui était juste à côté. Il le dit d'ailleurs avec une franchise assez blessante, qu'il préfère les ordinateurs aux humains. C'est pas forcément très gentil. Mais vous remarquerez aussi les lunettes rondes. Les lunettes rondes sont extrêmement attractives à cause de la régularité. Harry Potter, c'est de la littérature de Chine, hein, mais ça c'est un autre débat. Un autre point, peut-être essayons d'avoir juste une phrase de lire. On va revenir ici. Il va nous expliquer sa vision un peu des liens sociaux. C'est tout à fait intéressant. Bon, je n'ai pas tout à fait la seconde près, mais on y va. Shall we say, myopic when it comes to other people's feelings, and that sometimes makes you say things that hurt other people. Et donc lui, il ne parle pas de cécité sociale, mais de myopie sociale. Hein. Donc, il a une myopie sociale qui l'empêche de percevoir certaines réactions, certains fonctionnements des gens, et de ce fait, il dit parfois des choses qui peuvent blesser les autres. Hein. En tout cas, ensuite, le dira dans la vidéo, il n'est pas très à l'aise dans les relations sociales. Il utilise constamment cette expression « I'm not a people's man ». Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour avoir des liens avec les gens. Et vous avez remarqué, si vous connaissez un peu les conférences TED comme ce qu'on voit, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. En général, une conférence TED, vous avez un orateur qui baratine pendant une dizaine de minutes et terminé. Ici, c'est différent. Il est interviewé. Ils lui ont fait une exception, une entorse, parce que c'était tout simplement un invité tellement exceptionnel qu'ils ont dû adapter le règlement, pour ainsi dire. Mais parce que Linus, en tant que tel, n'était sans doute pas en mesure de faire 10 minutes de présentation à lui tout seul. Bref, passons. Et en conclusion de la vidéo et aussi de mon petit speech, à la fin de la vidéo, le journaliste va évidemment demander à Linus la chose suivante. Les logiciels ou les lignes de code que vous avez conçues sont aujourd'hui utilisés dans des centaines de millions d'appareils à travers le monde. Les grosses entreprises comme Google, vous les ont volés quasiment ou repris, on peut dire gentiment comme ça. Ils gagnent des milliards grâce à votre travail. Et vous ne gagnez rien, sous-entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous réagissez? Un être humain dit normal, non autistique dirait « sont des salauds, je vais les traîner en justice pour récupérer mes sous. C'est moi qui ai fait les programmes, c'est moi qui devrais toucher les milliards. » Là, en fait, Linus ne fonctionne pas comme ça. Regardons la réaction de Linus. Like billions of dollars out of your software. Does that piss you off? No. No, I mean, it doesn't piss me off for several reasons, and one of them is I'm doing fine, right? Ouais, je me porte bien, je dois pas manger. Cette gentillesse-là est tout à fait notable, mais malheureusement, elle perd les gens autistes, au sens où vous faites parfois marginaliser, exclure et liquider.
Alors peut-être, si vous me permettez de vous montrer une dernière image, j'ai cru comprendre que les gens non autistes avaient pour habitude de montrer des photos de vacances. Qu'il me soit permis de faire de même. Pardon, je ne suis pas... Si, c'était ça, désolé. Qu'il me soit permis de faire de même. L'été dernier, j'ai fait une peut-être grosse folie. Je suis allé en Islande pour essayer d'apprendre un peu d'islandais. Alors, ce qui est génial avec l'islandais, c'est que parfois vous tombez sur le même prof que l'ancien prof d'islandais de mon ami, donc Daniel Tabet. Et en Islande, donc le pays Islande s'appelle Pays des glaces. Is, c'est la glace, donc Pays des glaces. Mais pourtant, l'Islande est verte majoritairement. Le territoire islandais est recouvert d'un beau gazon. Par contre, à côté de l'Islande, il y a ce gros pays blanc qui est presque entièrement couvert de glace. Et lui, il s'appelle Pays Vert, donc Groenland. Donc, il y a une inversion. En fait, c'est le Groenland qui devait s'appeler Islande et l'Islande Groenland. Mais bon, c'est la logique des non-autistes. Ça ne doit pas passer. Et donc, au Groenland, il se passe des choses parfois assez tristes. C'était un jour au Moyen-Âge, au XVe siècle, vers l'an 1470, qu'une petite famille était en voyage dans le grand nord du Groenland. Et malheureusement, il y a eu un incident et toute la famille est morte. Alors sans doute une tempête de neige, on ne sait jamais la vérité. En tout cas, très vite, les neiges, les glaces ont recouvert les corps de cette petite famille. Et ça a donné, aujourd'hui, ces corps ont été parfaitement conservés. Ça a donné ce qu'on appelle les momies du Groenland. On peut les voir dans le musée national de Nuuk. Et donc, certaines de ces momies ont un peu marqué les gens, parce que c'est tout simplement un spectacle qui donne beaucoup à réfléchir, notamment celle-ci. Vous avez sans doute déjà vu cette image. C'est le corps d'un bébé, donc il est mort aussi. Et donc ce bébé, si on le regarde attentivement, on peut observer qu'il était très bien habillé, il était très bien vêtu. Avec des fourrures. À l'époque, les fourrures étaient rares et précieuses. Ça veut dire que sa communauté ou sa famille a investi dans son bien-être. Et il ne suffisait pas d'aller à la boutique de fringues pour avoir de nouveaux vêtements. C'était plus compliqué. D'autre part, les vêtements sont exactement la bonne taille du petit. J'avais remarqué, les parents qui ont des enfants qui grandissent vite savent combien c'est compliqué. Et encore une fois, à l'époque, il ne suffisait pas d'aller à la boutique de fringues pour en racheter. Vous remarquez aussi beaucoup de détails. Par exemple, des chevilles, là, une espèce de petit lacet pour qu'ils puissent bouger plus confortablement. Et le petit secret de ce bébé, c'est qu'il était porteur de trisomie 21. Du syndrome de Down, si vous préférez le dire comme ça. Et on en arrive à la question, comment se fait-il qu'une culture jugée barbare, donc du Groenland septentrional pendant le Moyen-Âge, comment se fait-il qu'une culture pendant longtemps jugée barbare éprisement et chérit ce petit-là, alors qu'une culture dite avancée, moderniste, progressiste, républicaine, élimine ces gamins à 97%. Peut-être que j'ai une mauvaise compréhension du concept de progrès humain, je ne sais pas. En tout cas, une amie autiste a fait très justement remarquer que les seuls enfants qui ne se moquent jamais des enfants autistes, ce sont les enfants porteurs de trisomie 21. Elle avait bien raison. Mais ma pensée glauque, c'est que les recherches génétiques sont extrêmement avancées maintenant. Et il est bluffant de voir tout ce qu'on peut, je dirais, comprendre de l'autisme par le biais de la génétique. Il est fort possible qu'un test de dépistage génétique de l'autisme soit prêt à brève échéance, ça se peut. Qu'adviendra ensuite des personnes autistes? Et vous comprenez incidemment l'une des sources de problèmes dans les familles où il y a un jeune porteur d'autisme
lors des fameux colloques sur l'autisme, lorsqu'intervient tel ou tel généticien, par ailleurs excellent et brillant, les parents demandent toujours pour cette première question, bonjour, comment faire pour que nos futurs enfants ne soient pas autistes? Vous imaginez la tête que leur fait ensuite leur gamin autiste de retour à la maison, voyez? Et ça se comprend, je l'espère. Hein. En tout cas, c'est simplement pour vous dire que si nous nous privons de cette biodiversité humaine, eh bien, malheureusement, je crois que nous aurons une case au moins la plus importante. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Vanek. Justement, alors moi j'ai une question, c'est comment protéger justement nos enfants? Parce que là, bon, demain j'ai mon fils, il va avoir 6 ans, et ça y est, l'enseignante référente et le professeur, il est en Louis et il me propose l'IME. Sauf que moi je ne veux pas, parce qu'il fait des progrès. On m'a dit qu'il ne parlait pas, et en fait maintenant, ça y est, il commence à développer sa parole. Donc certes, ça prend du temps. Et voilà, comment protéger, je veux rester bienveillante auprès de lui. Et c'est vrai que sur le terrain, alors c'est vrai que bon, ce qu'a dit l'ARS, très intéressant, mais sur le terrain, ça reste très compliqué. On choisit, en fait, mine de rien, j'ai l'impression qu'on choisit les handicapés, enfin, on ne parle pas que de l'autisme là, mais voilà, celui-là, ça va, il n'est pas trop déficient, on le prend, celui-là, il vaut mieux qu'il aille en institution, et on ne leur donne pas de chance, alors que moi, je sais qu'ils en ont énormément besoin. Tout à fait, merci beaucoup pour votre propos. Malheureusement, je n'ai pas de solution magique. Je pense que l'une des rares solutions est là, c'est de leur taper dessus. Pas aux enfants, je veux dire, aux administrations, entendons-nous bien. L'expérience montre que les parents de type bulldog, donc qui passent et repassent sans cesse à l'attaque, ont plus de chances d'obtenir, par exemple, l'AVS, par exemple, d'obtenir l'inclusion scolaire, etc. Voyez, malheureusement, nous en sommes encore à ce stade-là où c'est donc littéralement une guerre thermonucléaire qu'il faut livrer pour avoir ce qui est théoriquement prévu par la loi ou par le droit. Donc c'est particulièrement triste d'en arriver là. Simplement, ce que je vous propose, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple d'essayer l'approche gentille. Parfois, ça marche aussi de sensibiliser les gens. Par exemple, de leur dire que cette personne-là, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous montrer la vidéo, mais Carly Fleischmann, qui est totalement non-verbale, action non-verbale parce qu'elle est née à une époque où il n'y avait pas encore de solution, bref, a pu donc apprendre à taper au clavier et son ambition c'est maintenant d'avoir un talk show sur CNN, d'ailleurs elle fait des interviews absolument super, vous pouvez voir sa chaîne YouTube Speechless, ou alors il y a aussi le blog de Amy Seklencia, donc qui est également non-verbal aussi. Il y a d'autres films comme celui-là. Donc, je pense que ces exemples, quelques exemples peuvent nous montrer qu'à mon avis, le vrai horizon du militantisme dans l'autisme, ce sera la reconnaissance des compétences des personnes non-verbales. Parce que, encore une fois, ce n'est pas le fait de parler beaucoup ou peu qui est un critère d'intelligence. Voyez-vous, plutôt qu'on devrait avoir une autre vision par rapport à ces choses. Donc peut-être qu'en sensibilisant les gens, en leur rappelant leurs devoirs légaux, peut-être que ça peut marcher. Sinon, ensuite, il faudra leur taper dessus, saisir les médias, essayer de secouer le cocotier, quoi. Voilà, donc à méditer. Mais malheureusement, je n'ai pas de solution immédiate, sinon peut-être tenter de continuer le militantisme. Par exemple, grâce à des associations, j'ai eu la chance d'entendre quelques-unes dans les parages, il y en a. Donc, pardon si ma réponse n'est pas satisfaisante parce que ma petite activité, c'est de parler ou de communiquer avec des gens autistes. Ça, on y arrive très bien même. Par contre, communiquer avec les hautes sphères des ministères, là,
Ah, et ensuite, on nous parlera de Forteresse Vida. Je ne sais pas très bien où elle est en vérité. Enfin, c'est un autre débat. D'autres questions? Je trouve que tout ce que vous avez dit était très juste et tout était correct. Et il m'est arrivé souvent, avec l'ironie, de me tromper. Par exemple, je suis arrivé, j'ai été à une rencontre supérieure il n'y a pas longtemps, et j'ai dit à une fille que c'était un thon, parce qu'elle était mince. Et donc j'ai comparé en fait le thon, parce qu'un thon c'est gros, donc on va faire de l'ironie. Et un thon c'est moche. Elle était un peu surprise par ça, mais cela, ouais. Non, ça a été. Elle m'a reparlé après. Et il y aurait beaucoup d'anecdotes, merci beaucoup, il y a beaucoup d'anecdotes potentielles à raconter à cet égard. Bon, peut-être une ou deux pour la route, si vous le permettez. C'est donc l'histoire authentique d'un papa qui a donc une fille autiste, 32 ans à l'époque des faits. Donc souvent les parents exercent une pression relativement conséquente, sinon énorme, sur leur progéniture autiste pour que leurs enfants autistes vivent en couple. Ça c'est l'obsession de beaucoup de parents, beaucoup plus que des personnes autistes, même le plus souvent, mais c'est un autre débat. Et donc le papa désespérait totalement que sa fille soit célibataire. Et à un moment, un jour, sa fille arrive à la maison et lui dit « Ça y est papa, je suis en couple ». Ah, le papa était absolument bluffé. Et il veut bien sûr savoir plus. Donc, il pose toutes sortes de questions à sa fille. Et au bout d'un moment, il obtient un début de réponse. Sa fille lui dit « C'est un petit rituel sympathique ». Donc le papa est un peu surpris par cette description. C'est pas Jane Austen, si vous voyez, c'est un autre type de vision des choses. Donc il demande à sa fille, même explique un peu plus, et donc sa fille lui dit « Il me téléphone de temps à autre, mais j'essaie d'écouter ses appels. » Visiblement que le concept de vie en couple ne voulait pas dire la même chose ici ou là. Mais au-delà de l'anecdote, je pense qu'il faut absolument concevoir ou accepter l'idée qu'il y ait une pluralité, y compris sur ces questions-là, par rapport aux personnes autistes. Et je connais hélas beaucoup de personnes autistes qui interrompent leur contact avec leurs parents parce qu'à chaque fois qu'ils les revoient, les parents leur ressentent l'éternelle question quand est-ce que tu seras en couple, etc. Donc ça c'est un premier point. Il y a également, comment dire, tout le problème, lorsque vous restez célibataire pendant longtemps, il y a des regards sociaux qui commencent à devenir parfois extrêmement, on va dire, stigmatisants. Donc ça aussi c'est peut-être à méditer. Est-ce qu'il est possible de concevoir en cette matière comme dans d'autres une pluralité de modalités d'existence humaine? Donc c'est une façon très brève d'aborder la question.